Alors, merci à tous d'être là ce soir et de vous joindre à nous. On est un petit comité, donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez, ou n'hésitez pas aussi si vous avez des questions pendant la conversation à poser. L'intérêt d'être un petit comité, c'est qu'on peut avoir une discussion aussi à plusieurs. Donc moi je me présente, je suis Jennifer Roudrouche, je suis la directrice de Célé Bayonne. Célé Bayonne est une galerie et aussi une résidence d'artistes ouverte aux commissaires d'exposition à l'international. Donc on organise cette conversation dans le cadre d'une exposition dans laquelle nous sommes actuellement, qui s'appelle Export-Import, qui est une exposition collective avec les artistes Younes Baba Ali, Bey Diop et Amedine Kane. En particulier, on a décidé de faire une conversation qui s'appelle quelles sont ces voies? L'océan, l'enjeu culturel d'un bien naturel. Et on a décidé en particulier de faire cette conversation parce que l'artiste Amedine Kane, où nous sommes actuellement dans son exposition et aux côtés de ses œuvres, a voulu travailler sur la thématique de la pêche, de la surpêche en l'occurrence, et a fait tout un travail justement accompagné de Aliou Sall pendant plusieurs mois l'année dernière à documenter l'effet que peut avoir la surpêche et les problèmes d'exploitation des ressources halieutiques sur les communautés. Je suis aux côtés de Aliou Sall, de Awa Djigal et de Fatima Bintou Rassoulsi, que je vais vous présenter dans un instant. Mais tout d'abord, j'aimerais juste qu'on visualise une petite présentation de l'artiste qui n'a pas pu être présent ce soir parce qu'il est actuellement en Europe. Mais comme ça, il pourra nous parler un petit peu de son travail, du projet, et l'idée étant que son œuvre, sa pratique est un point d'ancrage pour pouvoir parler de certains sujets. Donc je propose qu'on regarde sa vidéo et ensuite ce sera suivi d'une petite intervention de Diane Van Desmet qui travaille avec l'organisme juridique Client Earth et qui a été l'un des organismes avec lequel Amedine a travaillé. Bonjour à tous, je m'appelle Diane Van Desmet et je travaille à Client Earth. Client Earth est une organisation de protection de l'environnement à but non lucratif qui a des bureaux à travers le monde. Cette organisation est principalement composée de juristes qui s'engagent à utiliser le droit pour la protection de la planète et de ses habitants. Je suis moi-même chargée de communication pour Client Earth, basée à Bruxelles, et je travaille depuis des années avec des juristes qui luttent contre la surpêche et la pêche illégale et ses impacts sur les communautés côtières. Un des aspects du travail de Client Earth consiste également à alerter sur les dégradations de l'environnement et les violations des droits humains liées à la surpêche et à l'aquaculture intensive. C'est très important car les entreprises européennes qui importent des produits de la pêche ont désormais l'obligation légale de vérifier leur chaîne d'approvisionnement pour lutter contre ces dérives. Il y a 2 ans, nous avons décidé de mettre en lumière l'impact de la surpêche et de la concurrence des navires industriels étrangers sur les communautés côtières sénégalaises. L'objectif était de donner la parole à ceux qui sont en première ligne, les pêcheurs, les femmes transformatrices de poissons, et d'utiliser l'art comme un moyen de communication. Nous avons fait cela alors que les juristes recherchaient des avenues juridiques pour mettre un terme à la pêche illégale et accroître les contrôles sur les navires de pêche européens opérant au Sénégal. J'ai rencontré Amedine Kane en novembre 2022 et il a tout de suite accepté de travailler avec nous sur ce projet. Quelques mois plus tard, nous partions au Sénégal et grâce à l'aide d'Aliou Sall qui est présent parmi vous aujourd'hui, nous avons pu rencontrer les pêcheurs et les femmes transformatrices de poissons de Mbour à Saint-Louis en passant par Dakar. Nous avons Aliou Sall qui est anthropologue et chercheur spécialisé dans les études sur le développement de la pêche. Il est le directeur de l'ONG sénégalaise Centre de recherche et de développement des technologies intermédiaires dans la pêche, fondée en 1989 en soutien aux communautés de pêcheurs. Il a travaillé avec des syndicats et des mouvements sociaux de pêcheurs dans les pays d'Afrique de l'Ouest afin d'apporter l'expertise nécessaire à la conduite des négociations avec les décideurs politiques. Il a travaillé avec de nombreux organismes comme la Fondation Menderu et Too Big to Ignore, un réseau international de scientifiques spécialisés dans la pêche dont il assure la coordination au Sénégal. Ensuite, nous avons Awa Djigal qui travaille
comme transformatrice artisanale de poissons depuis plus de 40 ans. Elle est l'une des dirigeantes de la Fédération nationale des GIE de pêche du Sénégal, fondée en 1990 à Joal. Elle s'est engagée à améliorer les conditions de travail et de vie des femmes impliquées dans le secteur de la pêche, en s'impliquant dans le réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal. Et ce réseau s'efforce de constituer un cadre de concertation et une force de proposition pour la promotion d'une pêche durable au Sénégal, en luttant contre l'industrialisation et ses conséquences économiques et écologiques. Et enfin, nous avons Fatima Bintou Rassoulsi, qui est commissaire d'exposition, qui en 2020 a rejoint la Raw Material Company, un centre de savoir et de société et d'art basé à Dakar, dont elle est actuellement directrice de programme. Avant de rejoindre Raw, elle a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la médiation culturelle, notamment à la Fondation Louis Vuitton et au Grand Palais à Paris. Et en 2018, elle est revenue à Dakar pour accompagner l'ouverture du Musée des civilisations noires. La plupart des projets dans lesquels elle s'investit sont autour de l'archive et au sens général, et aussi sur l'engagement communautaire à différents niveaux. Elle s'intéresse notamment aux trajectoires afro-diasporiques et à la manière dont les communautés locales incarnent ce récit. Voilà, donc là c'est de façon très brève la biographie de chacun. Je pense qu'une manière d'ouvrir le débat qui pourrait être intéressante, ce serait tout simplement de poser la question de pourquoi la pêche nous concerne tous. Et je m'adresse peut-être particulièrement à vous, Aliou, si vous voulez répondre là-dessus. Merci beaucoup. Je pense que la pêche nous concerne tous en tant que Sénégalais, parce qu'il n'y a pas un seul Sénégalais, seule Sénégalaise qui peut se passer, s'il en a les possibilités, se passer du poisson 2 jours de suite. Ça fait partie intégrante de notre tradition culinaire. Donc nous sommes concernés. Malheureusement, comme je voulais le dire à l'entame, ce genre d'initiative est très importante parce que c'est un moyen de faire connaître au grand public les problèmes auxquels sont exposés les communautés de pêcheurs, que ce soit le pêcheur qui va engager dans la phase capture ou bien ces femmes sans lesquelles, qui interviennent en amont, en aval, sans lesquelles on ne peut plus continuer à parler de pêche. Donc ça fait partie intégrante d'une manière de vivre au Sénégal. Et ce n'est pas sans raison que le plan national s'appelle Kéoudia, Curie avec du poisson, et que ça soit inscrit au patrimoine immatériel, je pense, bien de l'UNESCO. Voilà. Excusez-moi. Vous voulez ajouter quelque chose à la... Donc, bonjour à tout le monde. Très ravi d'être là, vraiment. C'est un important événement. Je pense que sur le plan économique, ça nous donne des revenus. Plus de 600 personnes travaillent dans la pêche et c'est des statistiques qui datent depuis plus de 50 ans. Donc, c'est sûr que le nombre est plus important. Sur le plan social, vous voyez qu'au Sénégal, il y a des communautés qui vivent, le principal moyen d'existence, c'est la pêche. On les identifie à la pêche. Donc, c'est sur le littoral, il y a des Lébous, il y a des Yominka, etc. Donc, il y a des Sossés, partout vous pouvez identifier des populations qui ne vivent que de la pêche. Donc, c'est très important sur le plan social, sur le plan alimentaire, comme il l'a dit, les protéines animales dont nous avons besoin. Nous qui ne pouvons pas nous procurer de la viande, nous proviennent principalement de ce poisson-là. Donc, ça aussi, ça montre l'importance de la pêche. Et je pense qu'il y a tant d'autres que nous
nous allons poursuivre de dire tout au long de cet atelier. Sur le plan économique, l'exportation, la pêche occupe le premier rang au Sénégal, les devises que ça nous procure. Donc c'est très important. Et tout au long de ce débat, nous allons en parler. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et je suis vraiment ravie d'être en votre compagnie, à la fois et à vous, parce que c'est une belle rencontre, je pense, pour moi et pour vous en général. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important parce que, à la fois vous et alors aussi, et quand on parle de pêche au Sénégal, pourquoi la pêche est importante, tout à l'heure on discutait de à quel point la pêche est liée aussi à l'identité de cette côte et à la manière dont les cultures sont transmises, dont les savoirs sont transmis, dans notre identité culturelle plus globale, parce que quand on parle de la communauté de vous, c'est une communauté qui embrasse plusieurs groupes, et donc la manière dont l'expression de leur identité se construit se fait aussi à travers le temps de métier. Et on parle de pêche, mais la pêche a plusieurs dénombrements, à mon avis. On parle aussi de toutes les activités qui sont autour de cette pêche, et des moments qui locales, que ce soit au lever du matin, à la manière dont les contes et les tables se transmettent, on parle de la communauté debout, et on parle aussi des différentes figures tutélaires qui peuplent le littoral, qui disent l'histoire de cette communauté. On parle de Mampoulopang, on parle de Mamoulis, toutes les histoires qui sont là pour éduquer les enfants à la question environnementale, à la question du sacré, de la préservation, et de prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que nous humains, individus qui sont sur ces territoires-là, nous ne sommes pas les seuls à graviter sur nos nez, accompagnés. On est entre eux. Et il y a des êtres visibles, humains, vivants, humains, qui sont autour de nous, et c'est avec eux qu'on vit sur cette terre et on doit prendre ça en compte. Donc quand on pense, on se dit pourquoi la pêche est importante? La pêche est importante parce qu'elle embrasse beaucoup plus que notre individualité et que quelque part ça casse cette idée du moi. Ça nous pousse et ça nous force à être en communauté et à prendre en compte toutes les dimensions du vivre ensemble, tout simplement. Et Justement, je vais te questionner, Aliou, pour poursuivre sur l'idée de la pêche artisanale comme un espace bien sûr économique, mais surtout culturel. Et l'une des conversations qu'on a eues à Aliou au téléphone lorsqu'on s'est parlé il y a quelques semaines, et tu as dit ça d'une manière si vive, c'est que la pirogue est culturelle. Et justement, c'est ce sur quoi je voudrais t'interroger, poursuivant ce que disait Fatima. Est-ce que tu peux parler, parce que je sais que c'est l'un de tes engagements, sur le bien immatériel, non marchand de la pêche, que peut-être on ne peut pas voir, et qui en fait est aussi menacé, et qui a une valeur. Et que souvent on aborde des territoires, on aborde des espaces, sans vraiment comprendre toute la valeur culturelle qu'il peut y avoir dans un lieu. Et voilà, j'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de ça. En quoi la pêche est importante pour nous? Le nous me posait des questions. Parce que le nous, est-ce qu'on parle de nous en tant que Sénégalais? Ou bien est-ce qu'on parle de ce que représente la pêche pour des communautés pour qui c'est une façon de vivre? Ça ne peut pas, c'est pas seulement une activité économique. Malheureusement, on est dans un pays où, disons, la décision est influencée par deux disciplines ou trois disciplines que sont les vétérinaires. Les vétérinaires ont toujours été les directeurs de pêche, et une direction de pêche, c'est le bras technique d'un ministère. Après les vétérinaires, je parle sous le contrôle de Awa, c'était les biologistes, c'est encore eux. Après, maintenant, c'est les économistes et tout ça. Donc, je pense que c'est, pourquoi j'ouvre cette parenthèse, c'est très important, parce qu'on ne peut pas. C'est parce qu'il n'y a pas eu des disciplines qui s'intéressent à la dimension socio-culturelle, justement, que la partie culturelle, la dimension culturelle est ignorée. Pour revenir à la pirogue, je vais juste partager une information avec vous pour répondre à la question. Depuis plusieurs années, le gouvernement sénégalais a essayé d'introduire, de remplacer la pirogue artisanale par les pirogues en fibre de verre. Ça n'a jamais réussi.
depuis au moins 20 ans. Donc c'est une façon de dire que c'est parce que le pêcheur, c'est-à-dire entre le pêcheur et sa pirogue, il y a une telle intimité qui fait qu'il ne peut pas accepter une embarcation qui soit considérée par ce dernier comme un produit clé en main qui sort d'ici. Parce que la pirogue, elle représente, culturellement parlant, c'est pour un chef de famille, pour une chef de famille, parce qu'il y a des hommes qui sont propriétaires, comme il y a des femmes qui sont propriétaires de pirogues, il y en a autant que d'autres. L'autorité de la famille, elle est greffée sur la pirogue. Ce qui fait qu'une famille qui perd la pirogue, c'est la honte. Ça, je vous dis, c'est culturel. Et ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle, en dépit de la crise profonde que traverse la pêche depuis plusieurs années, on assiste à un surendettement des pêcheurs, disons des familles de pêcheurs. C'est comme un rat qui se prépare, je vais les comparer, c'est quelqu'un qui a tellement faim, qui n'a pas mangé depuis plusieurs heures, ou bien pendant 2 jours, à qui on donne un aliment dont il est sûr, ou elle est sûre que c'est empoisonné, il ou elle la mangera avec les conséquences qu'on prend. Donc l'attachement à ces pirogues exprime justement le niveau d'endettement, parce que tout simplement, c'est un marqueur identitaire, la pirogue. Et d'ailleurs, c'est vrai que certains économistes qui ont des interprétations assez erronées sur, disons, l'ouverture des pêcheurs au marché international, parce que pour eux, ça rime avec acculturation, perte de culture, c'est complètement faux. Parce que quand on voit, par exemple, tout ce que les pêcheurs font pour capter la rente qui vient qui vient du marché international, c'est pour investir pas sur des bateaux, c'est pour renouveler cet équipement de pêche. Et ces familles dont je parle, par exemple, celles qui sont traditionnelles, ont les mêmes motifs décoratifs sur les pirogues. Donc c'est un marqueur identitaire en tant que pêcheur, c'est le marqueur d'appartenance à une famille donnée. Je peux donner l'exemple que nous connaissons tous les deux, moi et Awa, et certains d'entre vous qui viennent de Anne. La famille de Mor Astungom a la même décoration depuis que je suis gamin. Depuis plus de 60 ans, 68 ans, c'est la même décoration de pirogue. Donc, cette intimité fait que les pirogues en fil de verre ne passent pas. Ça ne passe pas du tout. Malheureusement, l'État du Sénégal a voulu faire un mimétisme entre ce qui se passe en Mauritanie et pour faire une duplication de ce projet qui a réussi à 100%. Mais ce n'est pas la même trajectoire, ce n'est pas les mêmes valeurs attachées à la mer, ce n'est pas la même culture maritime. Et voilà pourquoi je pense que... Donc c'est résistant, et la pirogue n'est pas le seul exemple. Il y a eu tellement d'innovations qui ont été rejetées par les pêcheurs, et c'est pas parce qu'ils sont contre les innovations. Par exemple, aujourd'hui, 90% des pirogues sont motorisées, mais quel moteur ils ont choisi? Le seul moteur qui a été adopté par les pêcheurs, c'est le moteur Yamaha. Et il y a eu pourtant plusieurs innovations, plusieurs marques de moteurs depuis les années 60. Mais même si elle a passé cette marque-là, c'est grâce à l'ingéniosité aussi des pêcheurs qui ont demandé à l'industriel qui faisait les moteurs de transformer tel ou tel aspect du moteur pour pouvoir l'adapter à la pirogue. Voilà un peu ce que j'ai à dire sur cette question. Merci beaucoup. Peut-être que j'aurais dû un peu contextualiser, parce que c'est vrai qu'on en a tellement parlé, et pour nous c'est évident, mais ce sujet, on le mène aussi parce que la pêche artisanale est menacée et qu'on est dans un appauvrissement des ressources halieutiques, qu'il y a beaucoup de personnes, toutes les communautés de pêcheurs sont affectées par l'appauvrissement des ressources, et qu'en opposition, on voit aussi la pêche industrielle prendre beaucoup de place. Et c'est souvent lié aussi à des accords étatiques plus larges dont on ne peut peut-être pas saisir l'importance, mais qui créent en fait des effets assez néfastes sur les communautés. Donc je voulais juste recontextualiser aussi cette conversation par rapport à ça. Et justement, je voulais te passer le micro, Fatima, parce que sur l'aspect culturel, je pense que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire, bon, l'aspect immatériel, l'aspect culturel qui peut s'accrocher avec des activités économiques comme la pêche par exemple, c'est quelque chose que les centres d'art essaient souvent de mettre en valeur, ou les artistes essaient de mettre en valeur. Je pense que
la place de l'institution a ce rôle-là aussi, de pouvoir révéler cette part-là. Donc j'aimerais juste te questionner un peu plus justement sur ce que tu penses être le rôle de l'institution artistique dans ces problématiques environnementales. Fondamentalement, peut-être ici, je reviens un peu en arrière, mais il y a des raisons qui a fait que je trouve que la commissaire d'exposition qui a fondé la CNCG, c'est qu'elle a pensé dès le départ que la pratique artistique et que l'œuvre et que le travail des artistes rentraient en adéquation totale avec les phénomènes de société qu'on rencontre. Et qu'il était un élément essentiel, un des éléments essentiels du développement, du changement et des transformations de notre société. Et que la pratique artistique participe de ça. Que ce n'est pas quelque chose qui est en main, c'est quelque chose qui est au cœur. Et que quand on parle de culture et qu'on est tous habilités, comme on dit, à dire que c'est important, etc., c'est pas simplement pour le dire, c'est parce qu'on est conscient que tous ces aspects de nos activités économiques, sociales, etc., sont fondamentalement associés à nos identités, fondamentalement associés à la manière dont on va mûrir ce pays, dont on va se transformer, dont on le construit, dont on le bâtit au fur et à mesure, et dont on bâtit notre jeunesse. Parce qu'il faut l'accompagner et l'aider à se construire et à être solide, tenir debout et d'être en mesure de dire et de savoir d'où elle part, qui elle est, à quoi elle appartient et qu'est-ce qu'elle charrie avec elle, quels sont les espaces pour être situés. Que ce soit ici, qu'elle soit à l'étranger, à l'extérieur. Mais pour l'avoir vécu, on a tous eu ce moment où on se pose la question de savoir quel est notre référentiel fondamentalement. Parce qu'on a épousé tellement de contextes différents, tellement d'histoires différentes, que moi, c'est une question que je me pose systématiquement, je me dis, qu'est-ce qui m'échappe par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui se connaît, ce qui est notre culture. Et au-delà de ça, le centre d'art est dépensé pour pouvoir accompagner toutes ces questions-là. Donc à partir de ce moment-là, on articule notre programmation pour répondre à ces questions et pour accompagner aussi, parce que la pratique pédagogique est une pratique curatoriale, c'est une pratique qui est censée pour prendre soin aux élèves de toutes choses. À partir de ce moment-là, je pense qu'il est important de considérer la manière dont les artistes abordent la société dans laquelle on vit. Ils ne sont pas hors de nous, ils sont parmi nous, ils pensent à partir de nous. Donc ils construisent aussi le travail qu'elle a fait, que plusieurs artistes engagent. Ibrahim Cham avec la question du Bourgogne, Amdine avec cette question de la surpêche, et aussi des réalisateurs comme Thomas et Bella. Il y a tellement d'artistes qui sont confrontés physiquement, quotidiennement à ces réalités-là, qu'à un moment donné, il est important que nous, on puisse embrasser ça aussi, qu'on puisse l'accueillir, et ça implique forcément de nous qu'on change notre façon d'opérer et d'approcher. On s'est rendu compte au fur et à mesure des conversations qu'il était important de s'entourer de personnes qui savaient et qui pouvaient parler de ce sujet-là, qui parlaient à partir des messages dont il est question, et qui étaient en mesure de transmettre et de faire la translation de ce qui se passait dans ce contexte-là. Que ce soit au niveau de la cause, que ce soit au niveau de Kaya, que ce soit au niveau de Gadigolène et des différents espaces. Donc on s'est intéressé à la question du phosphate, l'extraction des ressources minières, mais on s'est aussi intéressé à l'érosion culturelle et à la manière dont celle-ci habitait les espaces de ces familles, à tel point qu'elle s'est retrouvée toute à la rue et que donc ça démantèle le système familial. Ça déstructure complètement la manière dont ces familles sont construites. Donc notre focus principal, c'est celui-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a agi dans ce contexte-là et de cette façon-là, mais on part à partir des pratiques de l'artiste. Et qu'il s'agisse de programmes publics, de conversations, de débats, et même de pays, parce qu'on s'est rendu compte aussi que le format de la conversation pouvait empêcher des personnes de participer alors qu'il s'agit d'elles et qu'elles sont au cœur de la conversation. Et ce qui a fait que quand on a été invité à participer au festival de Kennedy avec Mamadou Koumagé et la Sénata, on a adopté le format qui est le leur, parce qu'ils réfléchissent à partir de certaines zones. Ils ont fait la zone des Niayes, ils ont fait Saint-Louis, ils ont traité de l'érosion côtière. Et ce qui était important pour eux, c'est que le PNC qu'ils organisaient sous l'arbre à palabres, là où ils étaient, il fallait qu'ils puissent exister pour que les gens puissent se sentir à l'aise dans l'espace de l'eau pour parler de ces sujets-là. Donc on a aussi déstructuré l'espace de la conversation et on a eu des conversations en cercle plus réduit, mais c'était aussi important pour qu'on puisse voir depuis cet endroit-là.
Merci beaucoup Fatima et merci à lui. Justement, sur l'idée du pêche et sur l'idée de créer des assemblées ou des espaces de discussion, j'aimerais vous questionner, Awa, justement par rapport à votre engagement que vous avez auprès des communautés de femmes qui sont celles très affectées justement par les problématiques actuelles liées à la pêche et aux ressources halieutiques. Je voudrais savoir comment vous créez ces espaces de discussion, ces espaces de témoignage, tous ces plaidoyers dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Merci Jennifer. Donc, à la première question, je voudrais ajouter, on a des images. Lorsqu'on a eu à voir l'image pirogue à vendre, je pense que le lendemain, beaucoup de journaux l'ont repris parce que c'était un grand scandale. C'est la première fois qu'on voyait au Sénégal pirogue à vendre. Tellement la pirogue, c'est culturel. C'est très important pour la famille. On voit aussi souvent avec les déplacements des sites de transformation, c'est culturel, les femmes refusent de rejoindre certains sites quand on les déplace parce que c'est des lieux culturels. À part l'activité économique, c'est culturel. Donc c'est culturel aussi la pêche. Toute la chaîne de valeur. Donc, comme tu l'as dit, je pense que la pêche artisanale actuellement traverse beaucoup de difficultés à cause de beaucoup de phénomènes, dont les accords de pêche avec l'Union européenne, mais avec d'autres pays. Souvent, c'est des accords non transparents, pêchés n'importe comment. Donc, et la conséquence, c'est la rareté de la ressource. La conséquence, c'est l'insécurité alimentaire, parce que le poisson compte beaucoup pour le Sénégal. Ce n'est pas que pour la communauté, mais le consommateur sénégalais est concerné. Parce que ça rentre, comme le docteur Sall l'a dit, dans nos habitudes alimentaires, le poisson. Donc, aujourd'hui, nous, femmes, dans la chaîne de valeur, nous occupons une place très importante. Parce que souvent, les femmes préfinancent même leurs enfants ou leurs maris, participent donc au financement de la pirogue. Mais après cette activité, tout ce qui est post-capture, donc la vente du poisson, la transformation, la commercialisation, donc sur toute la chaîne de valeur, c'est les femmes. Donc aujourd'hui, c'est les métiers des femmes qui sont menacés. Parce qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de matières premières à transformer. Et face à cette situation, le réseau national des femmes de la pêche artisanale du Sénégal, qui est le seul réseau au Sénégal constitué d'organisations nationales, se bat pour sa reconnaissance, parce que les femmes ne sont pas assez reconnues. Si tu voulais avoir des statistiques sur le travail des femmes, on dit que le travail est important, mais tu n'as pas de statistiques. Si vous voulez voir le travail des femmes dans la consommation, dans l'activité économique, il n'y a pas de statistiques. Et les femmes qui travaillent dans la chaîne de valeur pêche artisanale sont, en tout cas nous, notre dernier recensement qui date de 2 ans, plus de 50 000 femmes travaillent sur la chaîne de valeur. Donc c'est très important. Donc aujourd'hui, face à cette rareté de la ressource, face à ce manque de reconnaissance, face à cet analphabétisme très important des femmes, face au changement climatique, il faut que les femmes se battent. Il faut que les femmes retrouvent cette ressource face à l'émigration de leurs enfants. Elles deviennent des chefs de famille sans y être préparées. On leur laisse les vieillards et les plus jeunes
Donc, il faut qu'elles se battent pour leur quotidien et leur moyen d'existence, leur principal moyen d'existence. Il y avait la pêche et l'agriculture. Mais maintenant, avec la salinisation, avec la remontée des eaux, avec les conséquences des changements climatiques, il n'y a plus de ressources. Donc, il faut s'organiser pour que cette ressource revienne, pour que cet environnement marin qui est en train, en tout cas, de disparaître aussi, et l'environnement est capital. Parce que l'environnement, la biodiversité marine est tellement importante que si on ne la préserve pas, c'est des métiers, mais c'est les océans même qui risquent le métier de la pêche et toute la chaîne qui vont disparaître. Donc nous, notre organisation, c'est des plaidoyers pour la reconnaissance des femmes, c'est des plaidoyers pour une meilleure gouvernance, parce que tout le problème, c'est la gouvernance de la pêche. La volonté de gérer les ressources, la volonté de voir l'importance de cette ressource pour les Sénégalais. Donc, il faut se battre pour cette reconnaissance-là. Il faut se battre aussi pour vraiment, à travers des dates marquantes. Nous fêtons souvent la journée de la femme, c'est une occasion pour sensibiliser. On prépare le 21 novembre, c'est des occasions avec des partenaires aussi pour informer le grand public sur la situation actuelle de la pêche. Donc, c'est aussi le renforcement des capacités des femmes sur toute la chaîne de valeur. C'est aussi le renforcement souvent les femmes n'ont pas de financement parce que personne ne leur fait confiance. Les banques ne nous font pas confiance, les bailleurs de fonds, les autres partenaires aussi. Souvent les femmes ont des problèmes de financement de leur activité. Et sans financement, c'est difficile sans fonds de roulement de travail. Donc nous essayons aussi d'organiser les femmes à travers des mécanismes d'autofinancement, c'est-à-dire des calebasses de solidarité, c'est-à-dire des caisses populaires, en tout cas des systèmes de cotisation pour vraiment, parce qu'avec le Covid, on a vu que n'eût été ce système de solidarité-là, ce serait très difficile, parce qu'on n'a reçu aucun sou de l'État, on dit que c'est l'informel. Mais pour percevoir des patates, etc., on vient nous prendre ça. Donc, n'eût été la solidarité, le matin, une femme qui dit « moi j'ai quelques kilos de poisson sec », l'autre qui dit « il y a mon frère qui m'a donné un sac de riz », c'est à travers ces solidarités et leur caisse d'épargne que beaucoup de communautés de pêche ont survécu et continuent à vivre ce choc-là parce que toute leur épargne est partie. Je pense que je peux m'arrêter là en attendant de continuer. Est-ce que vous voulez réagir? Moi, je voulais tout simplement vraiment témoigner ici et disons, le travail extraordinaire que fait l'organisation de avant. C'est vraiment, c'est pas parce qu'on a de bonnes relations et que je suis sénégalais que je le dis, mais j'ai eu la chance inouïe d'avoir travaillé dans la sous-région à travers 2 ou 3 projets à caractère régional au niveau de la CEDEAO. Et mon travail consistait en tant que socio-anthropologue à faire un peu des appuis institutionnels, diagnostic institutionnel. C'est une organisation exemplaire qui aujourd'hui doit porter le flambeau pour régler, je veux dire pour encore donner espoir à la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest, je dis. Parce que dans plusieurs États, il y a des organisations, mais souvent c'est des organisations un peu coquilles vides. Et elles ont 3 choses qui sont rares. Elles ont tenu à leur autonomie. Elle ne l'a pas dit. Elles ont eu beaucoup de problèmes avec les pouvoirs politiques. Alors que les pouvoirs politiques ont toujours besoin des femmes organisations comme courroie de transition. Elles sont battues d'une façon qui m'a vraiment impressionné. Et puis, elle n'en a pas parlé, mais face au changement climatique et en utilisant le patrimoine culturel,
les formes de résilience qu'elles ont développées au Sénégal en s'appuyant sur le patrimoine culturel, tu as la poésie orale, c'est-à-dire ils ont pu captiver un peu les gens, les mobiliser à travers, disons, ce patrimoine. Tout ce que je voulais dire, c'est vraiment de témoigner disons, par rapport à ce qu'ils font, qui m'impressionne, et je pense qu'elle mérite d'être vraiment suivie et accompagnée. Voilà, parce que ça va au-delà du Sénégal. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup Awa. C'est vrai que c'est assez impressionnant tout ce que vous faites et ça demande beaucoup de courage. Et vous avez dit quelque chose justement qui m'a interpellée, c'était par rapport aux statistiques et à l'absence de statistiques concernant l'impact que cela peut avoir sur les femmes. Et justement, je voulais parler face à l'absence de statistiques ou aussi face à l'obsession qu'on peut avoir par rapport aux données scientifiques et à la valeur qu'on accorde à ça, quelle est la valeur du témoignage? Et je parle de ça parce que, en l'occurrence, dans les œuvres de Hamidine Kane, ce qu'il a voulu faire, c'était d'insérer pas mal de témoignages, notamment de femmes transformatrices de poissons, parce qu'on pense souvent aux pêcheurs, mais il y a toute une chaîne qui est affectée, et de mettre en lumière du vécu. Et en fait, des moments plus personnels où justement, je voulais vous questionner de façon un peu plus générale sur la valeur du témoignage, parce que je sais aussi que certaines des œuvres artistiques, Fatima, dont tu as parlé, que ce soit des réalisateurs ou des artistes comme Houma Gaye, on voit justement beaucoup les témoignages comme des éléments importants qui sont mis, surtout par exemple dans un des films de Houma, en juxtaposition avec des promesses politiques et avec les débats politiques. Donc voilà, qu'est-ce que... Ouais. Écoute, je pense que ce qui est intéressant dans la vidéo qu'Hamidine a pu faire ici, je regardais et j'en parlais tout à l'heure avec Awa parce que Yara m'expliquait la manière dont l'économie de la pêche et la manière dont les pouvoirs publics, en accordant autant de licences de pêche, empêcher et ne donner pas la possibilité de voir ce que le secteur de la pêche locale avait à offrir. Et qu'en trop voulant faire des prospectives quelque part économiques et en ciblant, imaginant que ça se fera mieux et plus vite, elle expliquait comment, en un temps, ils pouvaient solutionner des questions qui étaient liées bien sûr à l'emploi des jeunes, qui étaient liées à la manière dont le poisson pouvait être transformé, à la manière dont cette économie-là pouvait se construire. De la même manière, ce sont ces témoignages-là qui te permettent de savoir qu'aujourd'hui on parle, et je posais la question à Awa tout à l'heure pour mieux comprendre, et elle expliquait qu'un poisson par exemple comme le yaboy, c'est quelque chose qu'on donnait aux gens. Moi, je n'ai pas connu cette époque-là, mais qu'on ramassait ça, qu'on le donnait, et qu'ils étaient énormes, et que les 3 étaient à 50 francs CFA. Aujourd'hui, les gens doivent payer le tribut pour pouvoir y accéder. Et que même le renouvellement au sein de l'organisation et de la structuration même de la pêche et de comment elle est pensée, parce que ce n'est pas juste quelque chose qui leur a été narré, ça fait partie de l'identité de ces pêcheurs. Ils connaissent la mer, ils savent où ils vont pêcher, ce qu'ils peuvent pêcher, ce qu'ils ne peuvent pas pêcher, etc., etc. Et ce sont tous des éléments que les statistiques ne peuvent pas te donner. Ce sont que des éléments que ces témoignages-là peuvent te donner. Donc, à chaque fois, je dis, je sais peu de choses, mais les témoignages que l'on reçoit, à la fois dans ces conversations, à la fois quand des artistes sont en résidence, comme ça a été le cas pour toi avec Hamidine, et qui allait à la rencontre avec Ayoub, de toutes ces personnes-là, il y a tout un référentiel que tu ne peux pas avoir avec les statistiques. Parce que cette idée de vouloir tout mettre et de tout lier à l'informel, c'est simplement pour ne pas voir ce qu'il y a à voir. Nos sociétés fonctionnent d'une manière. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le parti et prendre le pli de réfléchir à partir de comment nos sociétés fonctionnent, plutôt que de vouloir systématiquement appliquer des systèmes qui ne fonctionnent pas pour les gens et qu'ils n'épouseront pas, dans lesquels ils ne vont pas se mettre, même si on leur tord le bras, parce que ça ne correspond pas à leur schéma, que ça ne correspond ni à un schéma comparo-culturel, mais même dans la manière qu'ils ont de penser la communauté dans laquelle ils se trouvent, de penser le collectif. On parle d'informel, on parle systématiquement de ce que l'individu a donné ou n'a pas donné, mais l'informel, c'est une communauté de gens qui se soutiennent.
c'est une communauté de gens qui se structurent. On parlait de ça ce matin seulement avec les filles, parce qu'il y a eu tout ce débat autour de ce qui s'est passé autour du marché à Colobane, etc., et tous ces déguerpissements. Et peut-être qu'il faut penser à partir des gens et les écouter plus et leur demander plus de quoi il s'agit. Et c'est à travers ces témoignages-là que tu peux l'avoir. Donc bien sûr, les statistiques, je ne dis pas qu'il faut les annuler, qu'elles n'aident pas, que ça ne permet pas, mais je dis simplement qu'il y a des façons de transmettre et d'avoir du savoir, y compris avec l'archive, et ça c'est une chose à laquelle on a été confronté en travaillant avec certains artistes, c'est que qui fait l'archive, pour qui elle est faite, qui est-ce que l'archive montre et à quelle fin. On s'est battu pendant des années pour essayer de collecter des archives qui avaient été faites, construites, fabriquées, mais qui ne nous disent pas, qui ne sont pas faites pour ni nous mettre en valeur, ni pour dire qui on est, ni pour c'est juste du document ethnographique à partir d'un spécifique point de vue et d'un angle spécifique. Et si dans l'archive on considérait le témoignage, quand tu ne sais pas quelque chose, tu demandes. À chaque coin de rue, tu as une vieille dame qui est posée là, qui est ta tante, ta grand-mère, la grand-mère du voisin, tu sais qu'elle a connu une époque. Elles ont des choses à dire, elles ont des choses à transmettre. Ils et elles ont des choses à dire. Et c'est pas pour rien qu'on pense la personne âgée, la figure, qu'elle soit âgée ou même moins âgée, comme quelqu'un d'important dans la manière dont notre savoir se construit. Il y a un savoir qu'on ne va pas trouver dans l'archive. Et cette archive-là, elle est physique, elle est humaine, elle est en face de toi. Et elle fait partie de toi, elle fait partie de la manière dont notre histoire, il faut la prendre en compte. Et on n'est pas les seuls. Souvent, on a le sentiment, on dit l'Afrique, 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 mais on a en partage des façons de faire et de penser les choses avec autant de peuples qu'il y en a dans ce monde. Il y a juste un microcosme qui a accaparé l'ensemble. Mais on est très nombreux. Qu'on soit en Asie, qu'on soit en Amérique latine, on partage énormément de choses avec beaucoup de personnes et on... Merci. Je pense, je pourrais juste ajouter quelque chose par rapport à cette question, disons, relative au manque de fiabilité qu'on constate dans les statistiques. Moi, j'étais à une réunion tout récemment, et puis les gens attendaient à ce que je donne des statistiques. J'ai dit, je ne donne pas parce que c'est faux. C'est faux. Actuellement, le Sénégal communique de manière longitudinale depuis 15 ans. Vous allez dans tous les documents qui sont produits par l'administration des pêches, jusqu'à l'instant où je vous parle, on parle de 10% de la population sénégalaise, population active qui serait créée qui dépend de la pêche, 600 000 emplois. La preuve, c'est devenu des formations. Awani ne croit même pas, mais elle parle de ces chiffres. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est en lien avec un des enjeux. Parce que là, on parle des enjeux. Les enjeux auxquels la pêche globalement est exposée, et en particulier ces femmes qui sont en amont et en aval. C'est quoi? C'est le manque de visibilité. Elles ne sont pas visibles, c'est les présentes absentes en même temps. Elles sont présentes sur la scène mais absentes. On n'en parle pas. On a maintenant ces chiffres-là qui sont au niveau du ministère des Pêches, direction des Pêches, utilisés par la Banque mondiale. C'est dangereux. La FAO parle de ça. Ce qui veut dire que tout ce que la FAO, ce que je dis là, je peux le dire devant les télés du Sénégal ici. C'est faux. Et ça, depuis 15 ans, on parle des mêmes chiffres. Et c'est la raison pour laquelle moi, je travaille de plus en plus avec les images. Quand je parle de l'importance de la pêche sur le plan culturel, je préfère une photo. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir parmi les photos qui étaient prises par Amadine, juste une photo qui porterait sur une plage, l'arrivée des pirogues. Actuellement, avec les scènes tournantes, sur lesquelles maintenant il y a à peu près minimum 40 personnes, vous attendez, quand la pirogue arrive, il n'y a que maximum 3 ou 4 pêcheurs qui appartiennent à une famille de pêcheurs. Le reste vient du milieu rural, parce que depuis les années 73, avec la vague de sécheresse, il y a eu, avec l'appui quand même, parce qu'il y a des métiers qui sont encore, qui ne sont ouvertes, qui ne sont permis, je veux dire, auxquels on peut accéder, que quand on a des connaissances innées de la mer. Mais avec l'introduction de la scène tournante à partir de 72 par la FAO, qui est mécanisée,
qui demandent beaucoup de force musculaire. Donc tous ces jeunes venant du milieu rural sont venus parce qu'on n'a pas besoin de connaissances innées. C'est juste tirer comme ça. Ça, on le voit sur la pirogue déjà. Quand la pirogue arrive, les porteurs, ceux qui prennent le poisson pour l'amener, chaque pirogue est entourée minimum par 10 porteurs qui déchargent. Il n'y en a pas un seul qui vient à moins de 100 km d'ici. Vous allez sur Am ou ailleurs, sur les quais de débarquement, les coiffeurs qui sont là-bas, les vendeurs de friperies, la gargote et tout. Et ça, on n'en parle pas, c'est pas évalué. Les économistes qui sont là ne s'intéressent pas aux aspects vraiment réels, factuels de la pêche. On aurait dû aujourd'hui aller sur un quai, dire combien, c'est pourquoi j'apprécie bien l'effort que vous avez commencé à consentir, faire pour voir ce que vous pesez. Donc ça, je pense que... Et c'est pas neutre cela. Parce que quand on parle d'informel, on oublie que c'est informel, mais c'est structuré. Parce que être informel ne peut pas dire ne pas être structuré. C'est structuré. Ouais. Mais ça vient quand même d'une marginalisation endémique du secteur de la pêche. Ouais. Parce que, vous savez, dans l'approche qui est derrière toutes les politiques de pêche ici au Sénégal, il y a ce qu'on peut appeler un certain darwinisme social, pour ceux qui ont lu un peu Darwin. C'est-à-dire que c'est un secteur qui était condamné à disparaître. Dans la tête des colons, déjà, ça devait disparaître. Depuis l'époque coloniale, toutes les innovations qui ont eu lieu, les pirogues de fibre de verre, il y avait d'abord la pêche cordière, à partir des années 70-60, avec un prototype de pirogue qui venait d'Angola, qui a été donc acheté par le Sénégal pour un peu permettre le tuilage entre le passage entre pêche et la pêche industrielle. Donc c'est un secteur qui était voué à sa propre disparition. C'est systémique ça. C'est une marginalisation. Ils disent que c'est informel. En même temps, c'est le même État qui, à travers les statistiques qu'elle publie, dit que 65% des produits exportés en frais sont débarqués par la pêche artisanale. 84. Parce que pour le marché international, il y a le congelé, mais quand même quand on va à Régis, à Paris, quand on va à la rue Grétry, disons à Bruxelles, dans les restaurants qui veulent du frais, on trouve le poisson sénégalais. Et ça, ce n'est pas des bateaux. Parce que l'avantage de la pêche artisanale, c'est de pouvoir débarquer un produit, pêcher le jour, transporter là, avec des caisses isothermes, et puis, comment dirais-je encore, convoyer à travers un aéroport et tout ça. Donc, ça reste informel comme ils disent, mais ça contribue à l'économie du pays. Mais même là, quand vous allez dans les statistiques, on nous parle depuis plus de 15 ans de 4% du produit intérieur brut. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fini là, que les organisations comme celle d'AWA ont tout intérêt à mettre l'accent sur les indicateurs qualitatifs à chaque fois qu'ils veulent parler du manque de visibilité, à chaque fois qu'ils veulent parler de leur rôle sur le plan économique et social. Et ça, par exemple, quand on prend l'histoire du poisson dont on parlait, moi j'ai l'habitude de dire qu'avant le yaboy était un remplaçant. Quand on le compare à une équipe de football. Donc le remplaçant, il y a des remplaçants et remplaçants. Il y a des remplaçants qui ont la chance d'entrer sur le terrain, il y a des remplaçants qui n'entraînent pas sur le terrain. Le yaboy n'entraîne pas sur le terrain. Et maintenant il a le numéro 10, il devient un attaquant de pointe. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir, pour des gens qui ont l'habitude d'aller manger chez des pêcheurs, de voir comment la portion qu'on partage dans une famille de pêcheurs, le poisson qu'on mange sur le quai de Gueule, commence par Saint-Louis, où c'est devenu quelque chose d'emblématique. Le riz au poisson est une identité au Sénégal. Mais il est davantage à Saint-Louis, parce qu'on dit Kieboundak. Les gens disent le riz au poisson de Saint-Louis, comme on peut parler du couscous de Joal. Donc c'est un arrêt. Donc pour des gens comme Awa, comme moi, qui essaient de comparer, en quantité et en qualité, on voit que ça s'est dégradé. Et ça, c'est des critères qualitatifs qu'il faut privilégier, avec aussi des photos à l'appui quand on veut montrer le rôle du secteur dans lequel on est, et ne pas faire fi, parce que ce n'est pas les statistiques qui vont parler de ça. Merci, je suis désolé d'avoir été long. Non, c'est très intéressant, et il y a quelque chose auquel je pense, c'est aussi la terminologie qu'on utilise. Bon, par exemple, typiquement informel, c'est un mot fourre-tout qu'on utilise pour y mettre tout ce qu'on n'arrive pas à cadrer, institutionnaliser. Et il y a un autre mot dans nos discussions qui est venu, c'était l'idée de ressources. Alors c'est vrai qu'on parle des ressources halieutiques, mais en même temps le mot ressources recouvre l'idée d'économie. Et donc moi ce qui m'intéresse, et c'est ce dont on avait parlé aussi un petit peu, c'était qu'avant
qu'on nomme sa ressource, on nommait ça bien naturel. Et c'est pour ça aussi qu'on a intitulé cette conversation comme ça, c'est que c'est bien un bien naturel dont on parle, en l'occurrence l'océan et ses espèces. Donc, est-ce que Aline, tu veux rebondir un petit peu là-dessus, ou Fatima et Hawa? Je vais commencer par, disons, exprimer vraiment c'est même presque une fierté de voir la manière dont c'était intitulé, mais ça par rapport à ma façon de voir les choses en tant que socio-anthropologue. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un biologiste. Quand on a parlé de bien, vous savez, un bien naturel, c'est pas sans raison. J'ai parlé des vétérinaires et des biologistes surtout. Un bien naturel devient ressource à partir du moment où on y met un prix. Et de là, après, les aménagistes, les gestionnaires, ceux qui font les plans de gestion de pêche et tout ça. Le pêcheur, pour lui, c'est-à-dire que c'est un bien, non seulement c'est un bien naturel, mais on ne peut pas isoler, disons, de ce qu'on peut appeler une morphologie socialétique ou bien une dimension socio-écologique. On ne peut pas isoler le poisson comme ça, même si c'est un lieu que le pêcheur peut vendre à 1 milliard. Disons, il faut une approche holistique de la situation. Ça fait partie intégrante de tout un espace où il y a la culture, il y a l'économie, il y a les formes de représentation. Vous avez parlé à un moment donné de tout ce qui est lié aux déesses de la mer. D'ailleurs, il n'y a pas de dieu de la mer, il y a que les déesses qui protègent les pêcheurs. Donc, et ça impacte sur la manière de penser et d'agir des pêcheurs, et ça a des conséquences sur tous ces plans de gestion que le gouvernement sénégalais est en train de mettre en place, qui ne passent pas. On prend par exemple l'exemple du poulpe. L'exemple du poulpe est pour le pêcheur une espèce éphémère. Il le voit comme ça. Je ne sais pas de justifier un comportement, une façon de penser, mais j'essaie d'expliquer. Parce qu'il y a une différence entre expliquer et justifier. Je ne justifie pas. Souvent, les gens des sciences sociales essaient de justifier les comportements, même s'ils ne se justifient pas. Non. Mais on ne peut pas, parce que, comment dirais-je encore, il y a un écart entre la manière dont les pêcheurs et les femmes qui sont dans la pêche conçoivent ce bien naturel, qui est un bien qui fait partie, disons, de tout un ensemble, avec l'habitude aussi à développer des stratégies de polyvalence. Il ne compte pas, c'est une pêche multi-espèces. Donc il ne peut pas, comme le biologiste, cibler une espèce, en faire une ressource et en faire par exemple un plan de gestion. Pour eux, par exemple, si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Et ça doit être pris en compte dans les plans de gestion des pêches. C'est ça un peu qui est la source de, disons, la source le point de discorde que, par exemple, certains scientifiques comme les biologistes ou les économistes qui sont impliqués dans les plans de gestion peuvent avoir avec des gens qui sont des sciences sociales comme nous, parce que le pêcheur ne peut pas isoler juste un produit. En plus, la mer, c'est une entité. Il a un lien avec la mer comme entité, eu égard à ses rôles au niveau multidimensionnel, c'est culturel, d'ailleurs je voulais en parler à un moment donné. Quand on voit aujourd'hui la mer, qu'est-ce que ça représente pour le pêcheur? C'est pas seulement avoir un kiosque, même pour le commun des mortels sénégalais. La personne qui est libérée de prison, la première chose qu'il fait, c'est d'aller se baigner en mer. Quand on parle de la pharmacopée traditionnelle qui est plus développée dans les îles où tu travailles, tu as tous ces services culturels. Le peuple, par exemple, qui est très important chez les Lémous, sans la mer, ça ne pourrait pas se faire. Voilà, et puis, merci si tu as quelque chose à ajouter à moi. Merci Alou. Moi, je pense que le poisson, les produits de la mer, c'est aujourd'hui qu'on a commencé, en tout cas avec la rareté de la ressource, avec la dislocation de la famille, avec les difficultés. Mais jadis, nous, en tout cas, au niveau de la transformation, souvent c'était les méventes qu'on transforme. Mais c'était pour la solidarité, c'était pour nos parents qui venaient des villages, pour vraiment le complément alimentaire. C'était surtout pour conserver,
pour l'hivernage, pour pouvoir laisser la mer se reposer et aller vers l'agriculture. Donc, au niveau des îles du Saloum aussi, avec les mangroves, vous voyez que là-bas, la mangrove, c'est tout. L'économie de cette région-là repose sur la mangrove. Les plantes pour se soigner, c'est au niveau de la mangrove. Les mangroves, vous voyez que c'est des puits de carbone. Les mangroves, c'est des protections pour la remontée des eaux là, pour empêcher les eaux de venir vers le village. Donc les produits aussi pris au niveau de la mangrove étaient très bien choisis. C'était bien naturel, qu'ils respectaient beaucoup et savaient comment les préserver et quand est-ce qu'il faut prendre. Il parlait de système de mise. Donc c'est des fois les huiles, des fois les arches, des fois, mais c'est des biens naturels à préserver. Donc, et à prendre en compte de leur période de jachère, de leur période de reproduction, etc. Mais aujourd'hui, avec la dislocation de la famille, avec la pollution de la mer, avec d'autres qui sont venus s'ajouter, leur problème, c'est l'argent. Parce qu'aujourd'hui, tu vois même les femmes, nous, dans notre rôle, il y a ce problème-là d'empêcher ceux qui viennent d'ailleurs, des hommes même, qui viennent prendre la place des femmes, mais leur intérêt c'est de prendre les pirogues, de tout prendre, donc de détruire les mangroves et de prendre l'argent. C'est ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc cet aspect bien naturel-là est très important et on doit continuer à protéger le poisson comme un bien naturel, l'environnement, la biodiversité marine, conserver sa richesse pour la survie, en tout cas des communautés de pêche. Parce que sans ça, nous sommes menacés et cette menace va continuer. Parce que vous voyez aujourd'hui, avec la destruction de la mangrove, si vous allez dans les îles, souvent avec la remontée des eaux, des familles sont dans des maisons sont indisponibles temporairement ou bien définitivement même. Et ça, ils n'ont plus, il n'y a plus d'espace, donc c'est des hébergements, la famille est complètement disloquée. La maman est hébergée par-ci, certains enfants ailleurs, et des fois même, les jeunes femmes viennent à Dakar et vous voyez les conséquences. Elles deviennent enceintes, etc. Et avant, avec la ressource, il n'y avait pas ces problèmes-là parce qu'elles travaillaient avec leur maman, avec leur famille et vivaient dignement de cette ressource. Merci. Merci beaucoup. Et je vais rebondir sur ce que disait Awa par rapport à ça. C'est qu'on regardait, pendant longtemps, la mer a été quelque chose, ou en tout cas cette entité qui avait tout le bénéfice. Et aujourd'hui, elle est regardée par beaucoup de mères comme une ennemie, tout simplement. Parce que, avec l'érosion côtière, effectivement, les maisons se sont vidées, les gens ont dû déménager, se déplacer, mais les enfants sont partis. Les enfants sont partis. Et les bateaux ne charrient plus de pêcheurs, ils charrient juste des masses à n'en plus finir de gamins et de jeunes femmes, etc. Donc, comment tu observes ça et comment tu chéris ce bien-là à partir de là? Comment? Et je pense qu'il y a une dimension qui est importante par rapport à ça. Dans une des vidéos, il y a ce monsieur qui s'appelle Seydou qui explique en fait quelque part qu'il n'a pas eu le courage de faire comme ses frères, mais que du coup, ton statut au sein de la famille change. Ton statut social et le niveau de respectabilité en tant que frère aîné change parce que tu n'as pas eu le courage. Et qu'il a, pour lui, malgré le fait qu'il ne soit pas parti, il faut partir. Et lui assume, et c'est une vidéo qui est c'est très émouvant en fait, parce qu'il est très fragile dans sa façon de parler de ça, d'expliquer le nombre de bateaux qui partent, que sur 14, il y en a 3 qui reviennent, mais qu'il y en a 14, que sur les 14, il y en a 11 qui arrivent. Et donc il parle de comment Yara s'est vidé complètement. Donc la ressource
et la manière dont les gens vivent de ces ressources et la manière dont cette ressource impacte la société, la communauté, les Sénégalais dans leur ensemble et au-delà, parce qu'il n'y a pas qu'au Sénégal que les jeunes partent. Comment finalement cette ressource, ce bien naturel qui était perçu comme une entité positive, bienveillante, etc. Je ne sais pas, mais je me pose la question. Je me pose véritablement la question, et c'est, comment on appelle ça, ce monsieur explique justement le rapport du coup qu'il a à la mère, mais le rapport qu'il a du coup avec sa famille, et de comment il vit en n'ayant pas eu suffisamment de dignité de son point de vue pour faire comme les autres. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Mais d'autre part, par exemple dans le pencho, et tu en parlais très bien, un des penchos qu'ils ont fait à Hariaga, après avoir filmé là-bas, etc., avec l'érosion côtière, les femmes sont en conflit avec la mère parce qu'elles ne peuvent pas déshabiter le lieu, elles ne peuvent pas partir. Et donc elles partagent la maison avec la mère. La mère a pris une partie de la maison. Bien sûr, on a construit trop au bord. Bien sûr, tout ça. Mais il s'agit d'énormément de régulations et de systèmes qui ont dysfonctionné, d'accompagnements qui n'ont pas marché et d'autorisations qui ont été données là où elles n'auraient pas dû être données. Non? Et donc, à un moment donné ou à un autre, il y a comment les personnes, au-delà de la question économique que ça implique, bien sûr qu'elle est au cœur, mais comment comment tu ramènes les gens, non? Comment tu les refais être des gens, des êtres humains vivants qui marchent, qui pensent, qui peuvent et qui ne errent pas. Parce que Awa l'expliquait très bien tout à l'heure, et peut-être qu'elle a plus d'éléments pour le dire, parce que qu'est-ce qu'elles deviennent du coup ces personnes? Oui. Voilà, comme je le disais, vous voyez que les femmes, souvent, sans y être préparées, deviennent des chefs de famille. On le laisse avec les vieillards qui ne peuvent pas partir, on le laisse avec les plus jeunes aussi qui ne peuvent pas partir. Mais tous ceux qui sont valides partent. Souvent, le père part avec un ou deux de ses enfants sans avertir la maman. Vous voyez ça, ce que ça peut faire. Le stress que les mamans vivent, la charge familiale qu'on leur laisse, alors qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de ressources. Donc souvent les conséquences, c'est quoi? C'est des maladies, il y a des femmes même qui meurent alors qu'on n'en parle pas. C'est des situations en tout cas très 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 difficiles. Et avec la perte de l'habitat, souvent, c'est le découragement total. Et nous, ces recherches-là que nous faisons au niveau de l'association, et nous essayons chaque fois, en tout cas, d'encourager, de sensibiliser, d'informer pour vraiment éviter le découragement. Chaque fois, c'est des causeries pour leur dire qu'il faut que nous continuions, nous, maman, à nous battre. Nous, femmes, l'on laisse à nous battre parce que c'est possible de faire devenir la vie. C'est une meilleure gouvernance de cette ressource pouvait encore entraîner sans faire changer la situation. Mais nous sommes contents d'être là parce que toutes les parties prenantes pour amener ce changement-là, tout le monde doit apporter sa pierre. Donc cet aspect-là culturel que nous montrons aujourd'hui, et comment nous voyons, comment on peut changer aussi, c'est très important parce qu'il est nécessaire de changer la situation. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions et justement je trouve que c'est très beau de pouvoir pas conclure mais ouvrir aussi aux autres sur cette ouverture dont vous parlez à Awa, d'une possibilité de changement parce que c'est quand même ça dont il s'agit, de pouvoir avoir un horizon sur lequel on peut œuvrer. Donc je veux bien ouvrir au public si jamais vous avez des questions. Puis si vous n'en avez pas, j'en ai plein d'autres aussi. Mais... Merci beaucoup.
D'abord à Aliou Sall de m'avoir invité à cette conférence. Merci à Jennifer qui donnait le micro pour que je m'explique un peu. Mais bien avant, je me présente Mamadou Ndiaye, artiste plasticien, directeur du festival Miroir International de Dakar Plateau, artiste plasticien. Mais aussi, je travaille beaucoup aussi sur le thème de la protection de la mer, protection de l'environnement maritime, le combat pour la mer depuis plus de 20 ans. Je suis dessus, j'ai travaillé avec Mondus Maris, Greenpeace et autres. Et j'ai une collection en permanence exposée au milieu de la mer avec qui je suis partenaire sur le thème de la mer. Une exposition en permanence depuis 2018 qui est là-bas sur le thème de la mer. Mais la question que je voulais poser, c'était déjà d'abord, madame, par rapport à la ressource, le manque de la ressource, il manque de poissons, et comment vous faites pour vous en sortir et quelles sont les stratégies qu'on doit aborder, nous tous, acteurs et combattants pour la mer, pour sortir de ce problème, du moment que tous les jeunes pêcheurs sont passés dans les pirogues. J'appartiens à la famille Lebou. Je suis Lebou de fer. Mes frères m'ont mis de base. Et j'appartiens à une famille qui possède beaucoup de poissons. Je suis à Poulangsar, dans la famille des Manes, à Bakou. Mais nos pirogues ne vont plus à mer. Parce qu'il n'y a plus de jeunes pêcheurs. Les jeunes sont partis pour se transformer en agriculteurs ou en autres. Et ils ont laissé totalement la mer, ce qui est malheureux. Et vous, transformatrices, comment vous faites qu'est-ce que vous faites du moment qu'il y a plus d'eau? Si tu vas à 200 km de la mer pour trouver la poule, ça ne vaut pas la peine parce que tu vas brûler combien de litres d'essence pour cela. Ça pose problème. Mais vous, comment vous allez faire? Quelle stratégie vous nous conseillez, nous, acteurs, artistes, qui travaillent sur le thème de la mer pour s'en sortir? Merci. Merci beaucoup et félicitations pour tout le travail que vous faites pour nous. Parce que la sensibilisation, l'information, l'exposition sur la mer, c'est très important. Ça participe à l'information, à la communication, à la sensibilisation aussi pour sortir de la situation. Je reviens à votre question. Donc, comme on le constate, la ressource est très rare. Très rare, on a précisé vraiment beaucoup de causes. Il y a les bateaux, il y a les changements climatiques, il y a la pollution plastique. Vous voyez sur les plages, le plastique là qui devient même à la limite dangereux pour nous, population. Parce qu'il y a les microplastiques qui ne sont pas digérés et qui se retrouvent dans le poisson. Donc, de plus en plus, il faut lutter contre la pollution aussi. Mais, avec la rareté de la ressource, je le disais à Fatima, nous restons aujourd'hui 7 mois, alors qu'on travaille, peut-être pendant la saison hivernage, 3 ou 4 mois, on ne travaille pas. Mais maintenant, on reste 8 mois sur le site de transformation. Tu vois, il y a 300 personnes, tu ne peux pas trouver 10 femmes. Donc la situation est très grave. Et il n'y a pas de volonté politique. Et comme on le dit, le gage, nos produits transformés là, entrent dans nos habitudes alimentaires. Vous voyez le kilo de gage là qui coûtait 1000 francs, 800 francs, mais des fois maintenant c'est à 8000, c'est à 9000 et les Sénégalais l'achètent. Donc, le coût des matières premières est devenu très cher parce que nous allons au port pour acheter les produits des bateaux. Alors que jadis, c'est la pêche artisanale qui nous fournissait ce produit. Nous allons acheter les produits qui nous viennent d'on ne sait comment on l'a cultivé, de Chine, de Japon. Ils nous prennent nos produits et ils nous ramènent des produits de l'aquaculture. Ces produits que nous mangeons
comment on l'a cultivé? C'est des très gros poissons de 20, de 40 kilos que les femmes sont obligées d'aller vendre dans les marchés. À Diamniadio, c'est la pesée. Si tu vas là-bas, tu trouves que chaque jour, il y a du poisson importé qui arrive. Et c'est des poissons qui n'ont pas le même goût, on sent que, en tout cas, c'est dangereux pour la population. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qu'on adopte, mais je pense que la solution, c'est une meilleure gestion de l'environnement, de la mer, de nos océans, de nos mers et de nos environnements pour retrouver vraiment notre poisson. Monsieur Aliou Salouri, nous avons convié à cet atelier. Merci à la présentatrice Geneviève. Et Fatima, vraiment c'est pertinent. Si on aperçoit que bon, et on n'en voit pas tous les jours ce genre de formation, de discussion. Et pour moi, est-ce qu'il n'est pas bien d'essayer vraiment d'approcher les communautés de la pêche pour ce genre de discussion, élargir de sorte que le travail d'approche que vous êtes en train de faire peut peut-être entraîner à des résultats. Et si je vois les gens sont toujours inconscients de la situation qui prévaut, notre environnement qui prévaut, la mer, les océans. Parce que je dirais que nous, on a un vécu de la situation, parce que qui dit Anne, c'est que bon, Anne est un village de pêcheurs qui a aujourd'hui vraiment les plus grands mots du monde face à une situation vraiment désagréable. Parce qu'on ne sait plus à quel niveau la densité du phénomène de la pollution, du phénomène des déchets industriels, plastiques et autres. Voilà, donc qui a poussé aujourd'hui beaucoup de jeunes à quitter les côtes, le littoral pour aller, n'est-ce pas, vivre ailleurs ou bien sortir du pays. Et je crois que c'est une situation. Voilà, pour moi, toutes les stratégies sont en train d'être entreprises depuis fort longtemps. Mais je pense que les gens sont toujours inconscients, comme je l'ai souligné tout à l'heure, de cette situation. Pourquoi? Parce qu'on voit de tous les jours qu'il n'y a plus de poissons. On en parle tous les jours. Les radios en parlent. Il y a les débats. Dans les débats, il y a les interventions. Partout, on parle de cette situation. Mais pas encore de résultats jusque-là. Mais c'est quoi donc le problème? C'est quoi le problème exactement? Parce que s'il y a les documents, s'il y a tout ce qu'il faut pour informer, sensibiliser, qu'est-ce qui manque réellement pour que au moins ça avance d'un pas, d'un cran? Ça avance d'un cran. Mais ce qu'on est en train de dire, l'an prochain, on va en reparler encore. C'est une genre de répétition. Et moi, je ne vois pas de solution. On parle de solution, mais il n'y a pas encore de solution. Voilà, donc là, je dirais, comme il a si bien dit, il faut l'implication, peut-être pour moi, de toutes les couches. Aujourd'hui, moi, je vois mal comment on peut exactement pérenniser une telle situation, un tel phénomène de ce genre, sans pour autant voir les artistes du théâtre s'impliquer, impliquer les artistes du théâtre. Parce que le théâtre est un vecteur d'information et de sensibilisation. Il faut faire un travail d'approche avec les communautés
pour mieux les convaincre ou les conscientiser sur la gravité et les dangers que nous sommes en train de confronter. Donc c'était ça, une contribution, une petite question. Bon, et merci. Hein. Voilà. Bina, je pense que tu as touché du doigt une question fondamentale qui, pour moi, a trait à une pièce du puzzle qui fait défaut, c'est-à-dire la mobilisation sociale. Parce que, non, tu as raison, la différence qu'il y a entre l'audience que nous avons aujourd'hui et d'autres audiences donc, auxquelles j'ai eu la chance de faire partie, Awa qui voit les autres, c'est que c'est un espace de rencontre avec les artistes. Ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire l'art comme forme, comme relais d'opinion. Parce que, comme j'ai dit, depuis quelques années, Tia qui est là, on a eu à faire du travail lors de la Journée mondiale des océans, parce qu'on dit c'est important. Bine le théâtre, c'est important. Gabou qui est là, le football, c'est important, parce que c'est devenu un moyen de communication de masse. Ces messages, on essaie de le passer à travers ces... Donc on a... La différence, c'est vrai, c'est ça la grande différence aujourd'hui, l'espace. Mais ça se dit. Tu m'as parlé des autres qui étaient en Tanzanie, où je devais, bon, je ne sais pas pour y aller, pour quelques raisons. Ils ont parlé de ça. Demain, il y aura encore des séminaires où on parle de ça. Et puis pourquoi? Mais c'est parce que il y a la mobilisation sociale qui fait défaut et pour laquelle il faut vraiment appuyer les organisations qui ont la légitimité pour faire des pour apporter les transformations nécessaires. Je m'explique. Il y a beaucoup d'organisations parce que ce que les artistes peuvent faire, ce que les médias peuvent faire, parce que la presse a un rôle, c'est un accompagnement à des initiatives que devraient prendre les premiers concernés par ce problème, que sont les communautés de pêcheurs. Mais le problème dans ce pays, c'est que ceux qui n'ont pas, il y en a qui ont la légalité, qui n'ont aucune légitimité, et malheureusement, ce sont ceux qui sont toujours écoutés, qui sont sur les télévisions, qui ont l'appui des bailleurs de fonds. Je parle de réalité. Je parle de réalité. Combien d'organisations on connaît dans ce pays? Il y en a même une organisation continentale qui est actuellement dirigée par les Sénégalais, et tout comme ça. Mais le problème, c'est la légitimité et l'avantage de pouvoir passer, même si ce n'est pas l'organisation des AWA, par d'autres organisations, d'organisations de femmes, c'est que les plus grandes transformations qu'il y a dans les sociétés, je ne le dis pas comme ces experts ou bien d'autres personnes parce qu'ils trouvent le genre, la femme comme la mode. C'est la réalité. Les transformations, c'est elles. Les politiciens le savent très bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu pour préserver ce patrimoine culturel qui en même temps, donc qu'on retrouve à travers la pêche, avec tous ses intérêts, ses avantages sur le plan de création d'emplois, ces transformations doivent se faire en faisant le maximum de plaidoyer, de sensibilisation de cette population qui ne peut pas se passer de poisson, mais qui est loin des réalités. Il faudrait que ces organisations-là, une organisation représentante comme celle-là, le référence ou d'autres, puissent peser sur les politiques publiques. Parce que le problème, c'était les accords de pêche. Les accords de pêche, ce n'est pas le problème. Parce que les accords ont évolué. Moi, je le disais à un moment donné avant les élections, quand les accords de pêche, après le président a arrêté. Non, ce n'est pas les accords de pêche. Parce que l'Union européenne n'est pas comme un type. À un moment donné, on a travaillé sur les accords de pêche, nous les avons. Nous, quand je dis, j'en faisais partie, avec notre ONG et tout ça. Pour la première fois sur ce continent africain, on a annulé la signature d'un accord de pêche qui était en phase d'être signé sur le commissaire européen qui s'appelait à l'époque Emmanuel Marin, qui est d'origine espagnole. Parce que les commissaires ont souvent été espagnols, parce que l'Espagne est le pays qui bénéficie le plus des subsides qui sont libérés par l'Union européenne. Ça, on le sait. Ça, on a pu le faire. Mais après, quand ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et tiens, nous sommes très vulnérables, on est attaqué par Greenpeace et les autres ONG. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons privilégier maintenant
les accords les sociétés mixtes. C'est un autre régime qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Ça, c'est des Européens qui viennent travailler avec des Sénégalais. Après, il y a le cas de la Commission sous-régionale de pêche. Donc, mettre tout ça, c'est pas ça le problème. Ce qu'il faudrait attaquer, à partir du moment où une organisation représentative, légitime, qui a la légalité, peut porter le flambeau, c'est de parler de la pêche industrielle et de bannir la pêche industrielle aux petits pélagiques. Les petits pélagiques font partie du yaboy. Parce que ça, le pélagique, il y a le yaboy, qui est il y a deux yaboy, la ronde, la plate. Il y a le macro, il y a le chinchard et l'ethmalose qui est plus confiné maintenant, un peu plus bas. Donc, c'est des étapes. Il faudrait que les organisations, surtout les femmes, prennent un peu le flambeau et qu'ils puissent travailler pour qu'on bannisse la pêche industrielle. Parce qu'attaquer les accords de pêche, c'est vraiment se mordre le doigt. Mais aussi mettre dans l'agenda une question dont on n'a pas discuté ici, qui est l'économie bleue. C'est un fourre-tout. L'économie bleue va remettre en cause tous les... C'est la problématique des droits de l'homme dans le contexte de la pêche artisanale. La mobilité des pêcheurs pour aller sur là où ils devaient pêcher avant. Saint-Louis, actuellement, la zone de pêche principale de Saint-Louis, où il y a des niches écologiques, où les Saint-Louisiens prenaient tous les poissons nobles, fait partie intégrante, disons, du périmètre de la plateforme où est installé le truc de gaz. C'est catastrophique. Avec des périmètres de sécurité qui vont faire 500 mètres comme ils disent. C'est l'économie bleue. Et dans l'économie bleue, il faudra mettre tout le tourisme aussi, qui a des coûts sociaux, qui a un coût social. C'est la délocalisation des femmes sur les circuits qui travaillaient avant. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment une autre approche. Et les accords de pêche, c'est la pêche industrielle. Parce que le yaboy représente au moins 80% du poisson qu'on voit maintenant au Sénégal. Il n'y avait que ça. Il n'y en a plus maintenant. Et c'est de ça que nous dépendons comme Sénégalais pour notre nourriture, notre alimentation. Et de ça que dépend qui restait aux femmes pour faire le kékère, pour faire le fumage et ainsi de suite. Voilà un peu, j'ai été très long, mais c'était juste pour ne pas anticiper sur les quelques solutions. Ou bien j'espère que Bina, j'ai un peu répondu, ne serait que partiellement à ta préoccupation. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas trop dépasser. Je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement de vos interventions. Aliou, je sais que vous avez fait un long voyage aussi, que vous venez d'arriver au Sénégal. Awa, vous venez de Thiès, donc quand même vous avez fait la route. Et Fatima, je sais aussi que c'est la fin de l'année, enfin la fin de notre année à nous. Et voilà, donc je te remercie vivement. Et j'espère qu'on pourra continuer cette conversation. L'objectif de tout ça, c'est pas d'ouvrir seulement un sujet et puis de le clore, c'est justement de pouvoir garder les liens et de pouvoir continuer à vous accueillir aussi à Célé Bayonne au sein de nos expositions. Je pense que, peut-être pour conclure, je trouve que la posture de l'artiste dans la société, c'est une posture de quelqu'un qui est actif, qui a un acte d'appropriation par rapport à certains sujets. Et je trouve que ça, c'est aussi une manière d'avoir de façon assez sensible un apport dans la mesure du possible par rapport à certaines problématiques. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce travail avec Medine, mais aussi Mbaye qui parle d'autres problématiques et Younes également. Donc je vous invite à nous rejoindre pour une petite boisson et encore merci pour tout.